Le village de Tuatuari se vide de sa population. En ce début de saison sèche, les eaux sont encore suffisamment hautes pour permettre aux hommes, femmes et enfants Yawalapiti d'honorer une invitation lancée par une tribu voisine. Dans le Haut-Xingu, les différentes ethnies, de langues et de traditions diverses, ont réussi à créer une culture commune. Cet univers multiethnique et multilinguistique est marqué par une intense vie culturelle. On compte pas moins de 15 fêtes différentes, avec chacune leur structure narrative, musicale et chorégraphique. Les Yawalapiti se rendent chez les Matipu pour célébrer le rituel du Javari. Autrefois célébrée exclusivement par les Troumailles, cette fête est aujourd'hui inscrite au calendrier cérémoniel de toutes les tribus de la région. À la tombée de la nuit, les invités arrivent chez les Matipu. Ils sont accueillis avec des discours rituels, reçoivent de la nourriture et installent un campement à la périphérie du village. Le rituel du Javari est une sorte de funérailles secondaires en hommage à un chef décédé il y a des années. Son arc et ses flèches n'ont pas été enterrés avec le défunt, selon la coutume. C'est le fils ou un parent proche du défunt qui est désigné comme maître de la fête. Celui-ci accepte s'il estime que le temps de deuil est terminé. Le rituel s'échelonne sur une période de plusieurs mois. Il atteint sa plénitude avec l'arrivée de la tribu invitée. Au petit matin, les Indiens recouvrent leur corps d'emblèmes animaliers, principalement des oiseaux ou des félins, dont le jaguar en tête de file. Parés d'un déploiement inouï de peintures et d'ornements, les Yawalapiti sont autorisés à entrer dans le village. Rapidement, les danses se transforment en une sorte de provocation. Les tribus se défient, se tournent autour, se menacent. L'hostilité qui jusqu'à présent n'existait pas commence à grandir. Ensuite, le chef demande le silence. Entrent en scène 3 jeunes garçons appelés les mouettes, qui débutent un ballet singulier.
Ils se positionnent à une soixantaine de mètres d'un adversaire. Ils doivent l'atteindre d'une flèche lancée vivement à l'aide d'un propulseur. Puis on change de camp. La cible devient tireur. Celui qui parvient à atteindre son adversaire déclenche des ululements sauvages de son camp. Puis les hommes entament un combat singulier contre un mannequin. À tour de rôle, chaque guerrier s'avance vers la poupée de paille, se met en position de tir et, tout en visant le mannequin, braille des insultes. Les injures ne sont pas adressées au maître du javari mort, mais aux membres de la famille du tireur. Ce dernier vocifère de redoutables railleries, révèle les secrets les plus intimes ou se moque des faiblesses de son adversaire. Tu es trop laid pour qu'une femme veuille de toi. Ta paresse est si grande que ta famille n'a rien à manger. Le mannequin joue la fonction de médiateur entre les deux groupes d'invitants et d'invités et permet d'éviter l'affrontement direct. À ce moment de la cérémonie, on peut alors définir le javari comme le lieu d'une guerre sans victime. L'apogée du rituel est atteint avec les joutes de jets de javelot. Chaque homme doit flécher son adversaire, de préférence sur la cuisse, à l'aide du dard. La tension est extrême, car les corps et les cris sont tout proches. Tout se passe comme si les normes très strictes qui régissent habituellement le comportement des Indiens du Haut-Xingu étaient bafouées. C'est à ce point du combat qu'interviennent les chefs, en s'interposant pour jouer leur rôle de pacificateurs. Ils marquent la fin de l'affrontement et les groupes se retirent immédiatement pour exécuter de nouvelles chorégraphies. Pendant que les hommes et les femmes dansent sur la place centrale, le mannequin ainsi que l'arc et les flèches du défunt sont brûlés. Des montagnes de galettes de manioc et du poisson
sont offerts aux invités qui quittent le village sans plus attendre. Le Javari est accompli. Cette pantomime de guerre n'a qu'un seul objectif: maintenir la paix.